La cigarette que tu m'allumes avant de partir, je la fume en cachette, tellement longtemps qu'avant de mourir, elle me brûle la cervelle. Ce n'est pas ta jupe que j'aime, non plus que ton corsage. Ce n'est pas ta bague, tes boucles d'oreilles, ni tes dentelles ou tes nylons. C'est la couleur de ton rire que j'aime, à l'ombre de tes bras, et ta petite lumière qui joue dans tes yeux. Sans aucun doute, elle est tout l'avenir de l'homme, mais aussi sûrement son imparfait passé. Il faudrait à présent, pour une éternité, qu'elle bâtisse en douce un musée de la femme. Après la mort soudaine de sa tendre moitié, notre pauvre bonhomme était désemparé. La maison, désormais, semblait démesurée, vide, vide, vide. Pour meubler sa solitude, il trouva commode de mettre à sa fenêtre des rideaux bonne femme. Quand on a déshabillé le scaphandrier, les yeux de tous les marins se sont écarquillés devant le simple appareil de la femme grenouille. Est-ce qu'on peut réellement interdire le stationnement aux nomades? Est-ce qu'elle sait qu'on se colle à son cul quand elle skie, Madame Anska? Est-ce qu'Albert Einstein avait une bonne maîtrise des pronoms relatifs? Est-ce qu'une mer d'huile favorise la pêche à la sardine? Est-ce que les grognards de Napoléon ont pensé à faire valoir leurs droits à la retraite? Est-ce qu'on peut vraiment interroger un répondeur? Est-ce que le poète Vincent Voiture faisait diligence quand il se rendait en cure à Bagnoles-de-l'Orne? Est-ce que le silence qui suit le silence est encore du silence? Est-ce qu'Harpagon portait des bas à varices? Est-ce que sur le marché mondial, le cours de l'arachide vaut encore son pesant de cacahuètes? Est-ce qu'à la belote, c'est Maria Callas? Est-ce que c'est bien l'abbé Soutif qui a célébré l'office de la Toussaint? Est-ce que les trous en formation auront bientôt fini leur stage? Est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que le mois d'août... Tu m'as raconté 100 fois ton incroyable histoire. Comment, après la guerre, tu es allé voir le président de la République pour avoir l'autorisation de quitter ton pays et rejoindre la France, où t'attendait ton homme, ton fiancé, ton mari déjà. Comment ta famille a pleuré, mais ne s'est pas opposée à ton désir quand tu leur as annoncé la nouvelle. Comment tu as traversé l'Europe en pleine débâcle, à bord de trains hasardeux et particulièrement inconfortables, avec ton gros ballon. Comment tu es arrivé, après cette odyssée, dans un petit village de la Manche, ne sachant que 3 mots de français, seulement des mots d'amour,
alors que tout le monde parlait patois. Comment tu as dû vite te marier en décembre pour sauver l'honneur avant d'accoucher en janvier. Moi qui ai fait le voyage avec toi, je n'ai pas de mal à te croire. Dans ta tombe, j'ai lancé une fleur de ton jardin, 3 cailloux de chez nous et une poignée de terre de ton village, pour que tu retrouves ton chemin dans l'autre monde. Repose en paix. Paroles prononcées dans ces moments-là, paroles gravées dans la pierre, comme on dit. Je t'entends ajouter, dans mon dos, « Eh, fais ton boulot !» 50 et plus, mais dans le cœur de ma mère, toujours un enfant. Fort des leçons de géographie du maître d'école, je dis un jour fièrement à ma mère que, la terre étant ronde, si quelqu'un allait toujours tout droit, dans une direction donnée, il finirait par revenir dans la direction opposée. Et passant illico de la théorie à la pratique, je pris ma patinette et lui déclarai que j'allais faire le tour du monde. Ne voulant pas me décevoir, maman me dit simplement de ne pas oublier mon cache-colle. Dans les débuts du printemps de Durcé, c'était plutôt familial. Avant le spectacle, les artistes et les poètes venaient manger à la maison. Moment d'autant plus rare et précieux que maman était au fourneau. Très à l'aise avec tout le monde, plaisantant avec l'un ou l'autre, heureuse de pouvoir donner un coup de main. Et sa paupiette du poète faisait l'unanimité. L'expression est restée, même si la saveur n'est plus la même. Se considérant toujours comme une exilée, maman a toujours eu le sens de l'accueil vis-à-vis des étrangers. Anglais, Américains, Maghrébins, Africains, Allemands, Autrichiens, Italiens, Vietnamiens ont eu le bonheur de goûter sa cuisine. Mais ceux qu'elle chouchoutait, par-dessus tout, c'étaient, bien sûr, les Tchèques, et plus encore les Slovaques. Quand ils débarquaient à la maison, avec leur pauvreté en bandoulière, pèlerins en route pour Lourdes ou pour la société de consommation, elle leur assurait le gîte et le couvert, ainsi qu'un peu d'argent français, la couronne tchèque n'ayant pas cours de ce côté-ci du rideau de fer. La première fois que j'ai vu ma mère pleurer, j'étais tout petit. Le facteur avait apporté un télégramme. Le billet bleu, plié dans sa main, plié, chiffonné, torturé, annonçait la mort de son père. Je ne comprenais pas bien, ne voyais pas le rapport de cause à effet, mais voir ma mère pleurer fut mon premier tremblement de terre. Certains soirs, quand papa lui avait dit une parole de travers, maman avait un coup de blues et songeait à son pays, à son frère, à ses sœurs, son pays qu'elle avait quitté avec sa jeunesse, son pays qu'elle idéalisait, où tout était mieux que chez nous, sa famille à qui elle envoyait des colis de vêtements, son frère qu'elle adorait et qui n'écrivait jamais, sa sœur
qui avait partagé ses éclats de rire, son pays qu'elle avait quitté avec sa jeunesse. Dans la chambre, les écrans de contrôle ne contrôlent plus rien, et nous non plus. Le cœur dépasse la vitesse autorisée. Ta fille et ton gars te tiennent par la main. On ne te lâchera pas, petite mère. Une infime pression des doigts pour dire adieu, et ton regard bleu qui fout le camp par la fenêtre. Dans le ciel, les nuages continuent à courir. On se demande pourquoi.